Bonjour, bienvenue pour cette vidéo où je vous parle d'un gros morceau dans la création d'une école hors contrat, le lien avec les parents. Alors, eh bien voilà, quand on rédige un projet d'école et qu'on a les premiers parents qui disent être intéressés, on est tout content. Et moi, naïvement, j'imaginais que ces parents qui étaient intéressés, ils s'étaient un petit peu penchés sur le sujet que je proposais, à savoir une école du troisième type, et qui pouvaient sentir qu'il y avait des connivences avec cette manière de voir l'éducation. Et en fait, j'ai été bien naïve. Je me suis rendu compte que chacun arrivait avec des attentes, des projections, un imaginaire en fait, autour de ce qu'il a compris des quelques lignes qu'il a lues ou des quelques mots qu'il m'a entendu dire. Et que en fait, il n'y avait pas forcément de réelle connaissance et une réelle envie sur ce que je proposais. Et aussi, j'ai vraiment surévalué la capacité des parents à communiquer de manière assertive. Voilà. En plus, j'ai fait une petite erreur de jeunesse qui peut être liée à l'âge, on veut dire. Enfin, j'avais 31 ou 32 ans quand j'ai commencé. Et j'imaginais que tous ces parents qui arrivaient, qui étaient un petit peu plus âgés que moi, étaient un peu plus avancés sur un chemin de développement personnel, développement spirituel. Voilà. Alors, c'est complètement bête de penser ça. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Maintenant, je le sais. Et voilà, c'est pas parce que vous êtes le porteur du projet ou le responsable pédagogique que vous êtes un petit peu plus jeune que les parents qu'ils en savent plus que vous ou qu'il y a à se mettre dans une position de plus jeune qui saurait moins, quoi. Ça, je crois que c'est bien enraciné de notre manière d'avoir été à l'école, en fait. Donc, petit 1, ne pas s'imaginer que tous les parents qui débarquent sont forcément en adéquation avec ce que vous proposez. Ne pas s'imaginer qu'ils sont forcément super avancés dans leur développement et leur capacité à communiquer, en fait. Et juste les voir où ils en sont sans jugement et sans projection de notre part. Et donc, comment on fait avec les parents? Alors, il y a 2 cas, en fait, quand l'école existe déjà ou quand l'école est à créer. Donc, quand l'école est à créer, bien sûr, on va rédiger un projet qui pourra être lu. Et puis, dans l'idéal, on peut faire des interventions où les gens peuvent venir. Je sais qu'actuellement, ce n'est pas évident, donc on peut faire des vidéos qui pourront être écoutées, où on va essayer d'être un maximum explicite sur ce qui sera vécu dans l'école et aussi sur ce que n'est pas l'école. Je pense que c'est important de dire, voilà, cette école n'est pas, pour prévenir un petit peu des attentes, par exemple des parents qui seraient vraiment dans une utopie libertaire. Ce n'est pas parce que c'est une école démocratique ou une école du troisième type, par exemple, que ça va être une école où la liberté prime sur tout. Ce n'est pas parce que vous faites une école Montessori que tous les enfants sauront lire à 6 ans. Bon, je dis des trucs avec des gros sabots, mais voilà, prévenir un petit peu à qui ne s'adresse pas l'école. Je pense que ça peut éviter quelques quiproquos dès le départ. Ensuite, quand l'école est ouverte, nous, on avait fait le choix de faire 4 samedis matins d'information dans l'année. Les dates étaient indiquées sur le site. Et on était dans la Drôme, il y a eu des familles qui sont venues de Marseille ou de Bruxelles pour revenir à ces demi-journées d'information. Donc, c'est des demi-journées où à la fois je parlais et puis je montrais l'école et j'expliquais où on en était, ce qu'on visait et ce qui était attendu, ce qui était en perspective pour les mois, années à venir. En tout cas, bien prendre le temps de l'information. Et ensuite, quand les parents sont intéressés, prendre le temps du rendez-vous. Un entretien préalable, où, comme je le disais sur la vidéo pour les enfants, on va vraiment prendre le temps d'écouter. Écouter et repérer plein de choses qui sont dites, est-ce qu'il y a des mots qui reviennent, est-ce qu'il y a des façons de s'exprimer qui montrent que les parents sont responsables ou pas vraiment responsables, est-ce qu'ils assument leurs responsabilités, quelle est leur compréhension, leur bienveillance vis-à-vis de leurs enfants, quelle est leur compréhension de l'expression des émotions. Font-ils la part entre émotions et comportements? On peut accepter toutes les émotions, mais pas tous les comportements. On peut essayer de trouver aussi des indices au rapport à la frustration.
Ça, c'est un gros écueil, on a vu avec des collègues, hein, que beaucoup de parents pourraient arriver dans les écoles hors contrat et ne supportaient pas la frustration de leurs enfants. Il fallait que leurs enfants disent toujours oui et qu'il n'y ait pas de frustration. Ils ne comprenaient pas. Eh bien, si, l'intérêt dans sa construction, qu'ils puissent vivre des frustrations. Et de toute façon, à partir du moment où on vit en groupe, eh bien, oui, il y aura des frustrations de vécu. On ne va pas rechercher les frustrations, mais on va accompagner l'enfant qui vit des frustrations. Donc, le rapport à la frustration, voilà, important. Le rapport aussi aux règles, hein, parce que voilà, saisir s'il y a un excès dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que ce sont des familles où il n'est plus possible de donner une seule règle aux enfants? Est-ce que ce sont des familles, au contraire, il y a énormément de règles et arriver en école hors contrat qui se construit, ben, ça va être un petit peu difficile parce qu'on va co-créer ensemble et comme je le disais aussi dans d'autres vidéos, eh bien, il y a quand même une part d'incertitude et d'insécurité qui est réelle. Voilà. Et voir aussi voilà, s'il y a des enfants qui n'ont aucune autonomie, hein, qui sont habitués à ce qu'on leur dise tout ce qu'ils doivent faire. Bon, c'est à prendre en compte. Hein. Je ne dis pas qu'on ne va pas l'inscrire pour autant, mais c'est à prendre en compte. En tout cas, être attentif à ce qu'on va ressentir dans cet entretien-là, bien écouter, poser des questions pertinentes, pas trop parler, mais bien poser des questions pertinentes. Et pouvoir exprimer dès le départ quand on sent que quelque chose n'est pas en adéquation avec le projet. Oser le dire, parce que ne pas oser le dire, eh ben, c'est se mettre dans une situation un peu compliquée pour la suite. Donc voilà, dès qu'on sent qu'il y a un truc là qui est pas facile, qui peut être compliqué, eh ben, il faut directement aller en parler. C'est un exercice un peu dans les premières fois, après on y arrive. Donc parler voilà, de ce qui peut être perçu comme problématique en lien avec l'école. Bien prendre en compte essayer de bien prendre en compte où en est l'enfant, hein, qu'est-ce qu'il a vécu avant, de l'école à la maison, une scolarité facile, pas facile, est-ce qu'il a déjà des étiquettes sur lui l'enfant? Voilà, ça j'ai bien détaillé dans la vidéo enfant. Donc si on en revient aux parents, moi dans ma naïveté de départ, j'ai laissé faire pas mal de choses. Et Bernard Collot, quand il est venu, il m'a aidé en fait à prendre conscience à quel point j'avais été trop permissive avec les parents et à quel point je n'avais pas assumé pleinement ma posture de directrice, de créatrice directrice qui est d'un site. Et que j'étais directement trop finalement dans les idéaux où on assumait tous ensemble, hein, conseil collégial, tout le monde à plat, voilà. Et je n'assumais pas en fait ma posture de professionnelle qui créait ça. Et il m'a montré comment j'aurais pu faire mieux ou faire mieux la prochaine fois en transmettant petit à petit des pouvoirs aux parents, de la même manière que pour les enfants en fait. Donc voilà, où en êtes-vous en tant que porteur de projet avec ça, sur votre capacité à assumer beaucoup de choses au début, tout en gardant l'idée de transférer petit à petit aux parents. Parce que voilà, il y a eu tout un mouvement libertaire, égalitaire, tous au même niveau, on fait tous ensemble, on a tous des qualités, on peut tout faire. Bah oui, c'est sans doute. Mais il n'empêche qu'à un moment, eh ben, il faut assumer sa posture. Il faut assumer sa posture à la fois de visionnaire et puis de direction, donner une vision et une direction. Et puis transmettre quand ça va bien, quand le groupe est suffisamment sécurisé et que les choses peuvent être transmises. Donc voilà, assumez votre rôle. Alors, je vais vous donner des petits exemples d'écueils qu'on a connus avec les parents. Des parents qui venaient et puis qui pouvaient décharger sur les enfants ou les professionnels comme ça dans l'école devant les enfants. Hein, commencer à régler leur compte, en fait. Non, on ne laisse pas faire ça, en fait. Hein. C'est pas du tout OK. Des parents qui pouvaient ne pas du tout exprimer leurs besoins, mais qui critiquaient par derrière, et encore pire, qui ont pu se mettre en groupe pour dénigrer. On a connu aussi des parents qui n'assumaient pas leur tour de ménage, des parents qui ne venaient pas aux 6 réunions plénières, j'en parlerai après, alors que les dates étaient annoncées dès la rentrée, des parents qui n'étaient pas d'accord avec les règles de l'école et donnaient raison à leur enfant. Si, tu peux prendre des chewing-gums et des bonbons, ces règles de sécurité, vous pouvez tous monter en même temps dans l'arbre, voilà. Des parents qui ne payaient pas à temps les frais de scolarité aussi. Voilà. Donc il y a malheureusement, je ne veux pas vous démonter le moral, hein, il y a aussi plein de parents avec qui ça se passe bien, mais il y a aussi plein de possibilités où ça ne se passe pas bien.
Et un truc aussi qui peut être à repérer lors de l'entretien, c'est sentir le degré de contrôle des parents. Est-ce qu'ils viennent dans une école hors contrat parce qu'ils veulent contrôler tout ce que vit leur enfant? Voilà, les parents contrôlants. Ça, c'est vraiment quelque chose à sentir pour ne pas les laisser entrer dans le contrôle parce qu'ils vont chercher aussi à vous contrôler vous, bien sûr. Et vous savez que, vous ne savez pas, je ne sais pas, dans le contrôle, il y a des manipulateurs à gros sabots, mais il y a aussi des manipulateurs mielleux hein, qui sont très fins dans leur manière de faire, qui vont d'abord sympathiser avec vous et en fait, c'est pour mieux vous contrôler. Alors de manière inconsciente hein, pour eux, mais n'empêche que c'est ce qui se passe. Donc, est-ce que les parents viennent là pour pouvoir contrôler tout ce que vit leur enfant? Attention si c'est ça. Voilà. Est-ce que les parents viennent vous voir aussi pour que vous sauviez leur enfant? Là, vous ne pouvez sauver personne en ouvrant une école. Hein. Quand le groupe sera assez solide, qu'il y aura eu 3 ans avec une équipe qui reste, disons 70% des enfants qui restent, un local qui est adapté dans un quartier où on peut faire du lien, alors là, au bout de 3 ans, ça sera possible, je pense, d'accueillir des enfants qui vont vraiment pas bien pour qu'ils puissent vivre leur décompression et retrouver le chemin vers eux-mêmes et vers les apprentissages dans un groupe solide. Mais quand on ouvre, si vous espérez sauver des enfants en ouvrant, compliqué. Compliqué. Je ne dis pas impossible, hein, mais compliqué. Alors, je vais prendre les petits points un par un que j'avais notés là. Donc ça, j'ai déjà dit, les temps d'information. Alors oui, il peut être très intéressant aussi de rédiger une charte éthique. Donc, je vous la mets en annexe. Une charte éthique et lors de l'entretien préalable, un entretien où il y a vraiment une intention d'inscription de l'enfant ou des enfants et qu'il n'y a rien qui coince de votre côté, là, on va pouvoir sortir la charte. On prend les points un par un et on demande aux parents, alors si possible les 2 parents, hein, je peux repréciser là, mais les 2 parents, parce qu'il y a aussi des couacs, hein, c'est la maman qui inscrit, mais en fait le papa, ça lui plaît pas du tout. Et on ne va pas le voir jusqu'au jour où il va tomber dessus et piquer toute sa colère et sa décharge sur tout ce qui ne lui va pas dans cette école. Donc attention que les 2 parents aient bien envie que les enfants soient inscrits dans cette école. Attention qu'il n'y ait pas de gros problèmes entre les parents au niveau de choses importantes hein, sur les carnets, si vous voyez ce que je veux dire, notamment. Enfin voilà, sur des points délicats, je dirais, mettez bien votre petit panneau attention sur les couples les couples parentaux qui ne sont plus unis dans leur manière de voir les choses et où l'école pourrait se retrouver au milieu d'une guéguerre entre eux. Donc, une charte éthique, on prend les points un par un et on invite vraiment les parents à exprimer ce que ça fait pour eux. Hein, pas juste oui, oui, ah oui, oui, ah bah oui, oui, ah oui. Non, non, où ils en sont avec ça, qu'est-ce que ça leur fait à eux. Et également un contrat d'engagement. Hein. Donc, dans votre école, à quoi doivent s'engager les parents? Donc, à payer, bien sûr. Nous, on avait rajouté à participer aux 6 réunions plénières dont les dates étaient annoncées dès la rentrée. Les réunions en soirée. On demandait qu'au moins un des 2 parents soit présent. Donc, c'est 6 fois par an. Et voilà, au moins un des 2 parents. Et là, vraiment, il y a un engagement à être là, quoi. Alors, évidemment, sauf cas de force majeure, mais d'être là, vraiment, qu'ils comprennent qu'ils s'engagent à être là. Dans le règlement intérieur, eh bien, oui, il peut y avoir aussi, non, pas le règlement intérieur, dans le contrat d'engagement, qu'est-ce qui est attendu bénévolement des parents hein? Est-ce qu'il y a des tours de ménage? Est-ce qu'il y a du bricolage? Est-ce qu'il y a de la recherche d'argent? Enfin, je ne sais pas. Mais vous, une fois que vous êtes d'accord dans l'association sur ce sur quoi les parents doivent s'engager pour venir, écrivez-le et faites-leur signer un contrat d'engagement. Pareil, on reprend, on ne fait pas juste signer le papier comme ça, allez-y, lisez-le. Non, non, on le lit ensemble. Également, à l'inscription, on fournit un règlement intérieur. Alors, évidemment, avant d'ouvrir, on ne va pas penser à tout. Eh bien, il faut le mettre à jour et le refaire signer. Par exemple, nous, on n'avait pas noté l'absence de chewing-gum, de bonbons, de jeux d'écran, de jeux de guerre. Et bien voilà, c'est tout bête, mais on a rajouté tout ça au fur et à mesure. Et il est important de prendre un rendez-vous avec les parents dès que ce règlement intérieur n'est pas respecté. Ouais, ça peut paraître un peu ferme, hein, tout ce que je dis, mais il vaut mieux être très clair et être responsable en fait et pas laisser passer les choses qui ne vont pas.
Parce qu'on en laisse passer une, on en laisse passer deux, puis on se retrouve dans des situations vraiment désagréables. Les plénières, donc je vous l'ai dit, 6 par an, c'était notre choix avec au moins un des deux parents présents. Et puis aussi, d'autres, non pas d'autres, lors de la première plénière, donc si c'est avant l'ouverture, la toute première plénière, eh bien, on va mettre, on va élaborer avec les parents un projet éducatif. Alors, ce n'est pas un projet pédagogique, ça c'est l'équipe qui s'en occupe, de ce qui va vraiment être vécu au niveau des apprentissages, de la vie du groupe, la coopération, l'autonomie, la créativité, tout ça, mais un projet éducatif avec les parents. Donc, pour faire simple, ce que je vous suggère d'aborder comme 4 premiers points, c'est comment ça se passe l'ambiance des repas. Voilà. Comment ça se passe au niveau du rangement, du ménage et de l'hygiène. Déjà, parler de ces choses-là. Ça va permettre aux parents d'exprimer leurs attentes, de sentir les différences, les divergences entre eux, et elles peuvent être énormes. Comprendre que là, maintenant, on est tous autour d'une table et qu'ensemble, on va prendre soin de cette école et de ce groupe d'enfants. Et donc, on va trouver une ligne qui, bien sûr, la directeur de l'école est garant de ce qui va être décidé là, et un veto. Mais voilà, il me paraît important d'avoir des bases, en tout cas, sur un projet éducatif qui soit élaboré avec les parents et où chacun puisse avoir un temps de parole où il va exprimer ses attentes à ce niveau-là. Alors, avoir les repas, comment vous gérez, est-ce que c'est compris sur le temps de l'école? Est-ce que c'est que du temps entre parents? Et même si c'est que du temps entre parents, il est important, c'est parce que ça a un impact sur ce qui est vécu l'après-midi. Donc, il est important que ce soit vu avec les professionnels aussi. Et puis après, une fois que l'école est ouverte, la première plénière, on va reprendre ce projet éducatif qui a déjà été écrit, on va le reprendre point par point, voir si on est toujours d'accord, s'il y a des choses à modifier, à ajouter, à supprimer. Alors ensuite, une autre idée qui m'est venue à la fin quand j'ai fait le bilan, mais que je n'ai pas pu mettre en œuvre quand l'école était ouverte. Je l'ai mis en œuvre après de manière facultative et pas obligatoire quand l'association proposait des ateliers pour les enfants non SCO, enfin pour tout le monde, mais bon, la plupart étaient sur le temps scolaire. C'est de fixer des ateliers obligatoires pour les parents. Donc, dans mon idée, je m'étais dit 4 ateliers en août-septembre, puis 4 dans l'année. C'est une quantité estimative. Des ateliers pour apporter des billes aux parents, à la fois des connaissances et à la fois des outils très pratiques, pour qu'ils puissent accompagner les apprentissages de leurs enfants au quotidien, pour qu'ils puissent être à l'écoute des émotions, comprendre mieux les émotions, quelles sont les différentes émotions, quand est-ce qu'un enfant exprime de la frustration, de l'injustice, de la colère, de la peur, du chagrin. Voilà. Et moi, je m'appuie sur tous les travaux de Patty Whippler pour ça, pour transmettre ceci. Et mieux comprendre les besoins des enfants. Et voilà, ça me paraît important. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui sait faire ça? Ou est-ce que vous allez faire appel à quelqu'un extérieur pour le faire? Et dans l'idéal, moi, pour construire une nouvelle école, j'aimerais que les parents s'engagent à participer à ces ateliers, au moins un des deux parents. Et en même temps, on peut faire que ces ateliers soient ouverts à tous, c'est une possibilité, à voir s'il y a besoin d'intimité dans le groupe ou si on peut ouvrir. Et comme ça, ça permet de le faire payant et puis de faire rentrer aussi un petit peu d'argent dans l'association. Et aussi, alors on peut se dire que si on le fait ouvert, on va les ouvrir aux futurs parents qui sont intéressés. Donc, soit des parents qui attendent un bébé, des parents qui ont un bébé, des parents qui sont sur le secteur et qui peuvent être intéressés par cette école, ou des gens qui ne sont pas encore parents, mais qui souhaitent être parents et qui veulent apprendre déjà. Et on peut aussi l'ouvrir à toute personne qui se sent l'envie de participer à la vie de l'école. Donc, que ce soit des retraités qui voudraient être là pour aider sur le périscolaire, sur le repas du midi, des personnes qui voudraient venir animer des ateliers. Voilà, donc on peut imaginer toutes ces personnes qui vont tourner autour de l'école, qui peuvent aussi participer à ces ateliers-là.
Voilà, aussi, je m'étais dit, donc après avoir confié beaucoup trop de choses aux parents, peut-être que la première chose à leur confier, en fait, eh bien, c'est de trouver de l'argent. Voilà, qu'il y ait une mission, la mission par an au début, bah, ça soit trouver de l'argent. Parce que comme ça, en fait, je me dis, eh bien, ils vont pouvoir avoir une première expérience de mener un projet en groupe, d'apprendre à se connaître et à œuvrer ensemble. Et puis, ça ne va pas toucher directement aux enfants, donc on est moins dans l'affect. Ça va être imaginer comment on trouve ensemble de l'argent. Donc, ce n'est pas que imaginer, c'est aussi mettre en action, sinon il ne se passe rien. Voilà, donc ça vaut pour les écoles où les frais de scolarité ne sont pas suffisants pour tout assumer. Hein, mais si vous faites une école à 400-500 euros par mois, bah, vous n'avez pas besoin de ça. Si vous faites une école et que vous avez déjà un mécène, vous n'avez pas besoin de ça non plus. Mais dans les autres cas, ben, voilà, on sait qu'il y en a besoin. Donc, la mission des parents, voilà, ça peut être de trouver des mécènes, même tout petits, hein, des personnes qui pourraient donner à partir de 10 euros par mois. Tout ça pour faire baisser les frais de scolarité. Imaginez aussi des ventes, hein, quels produits ou quels services on peut vendre pour faire entrer de l'argent dans l'association. Donc, une idée qui avait été là, c'est que des parents puissent proposer des ateliers. Voilà, un atelier élagage des arts, par exemple. Voilà. C'est ce qui avait été proposé. Voilà, que les parents ils puissent mettre leurs compétences au service et dire, voilà, un calendrier sur l'année de ce qui est proposé par l'asso et qui est complètement au profit de l'asso pour diminuer les frais de scolarité. Et puis, bon, on peut imaginer des événements, même si dans la période actuelle, ce n'est pas le plus simple. Voilà. Ensuite, de ce qui est de la participation des parents à la vie concrète de la classe. Alors, s'il y a des parents qui sont motivés, ils peuvent venir proposer des ateliers. Okay. Donc, ils vont voir ça avec la personne qui est responsable pédagogique, un enseignant. Alors, c'est important de fortement cadrer ça au départ. Nous, pareil, là, super, des parents qui veulent venir proposer des ateliers, allons-y, qui viennent à telle heure. Sauf qu'on n'avait pas discuté avec eux avant de la forme, du fond et de la forme. Et ça nous a fait passer par des moments pas très agréables. On s'est rendu compte que les parents, en fait, ils projetaient vachement, ils avaient des attentes sur ce qu'ils voulaient qu'il se passe pendant cet atelier avec les enfants. Et voilà, donc on s'est dit, non, maintenant, on va vraiment cadrer ça. Donc, il y a un temps avant avec l'enseignant pour parler de l'intervention et pour sentir la personne si elle est en train de projeter des choses. Et si c'est une personne aussi qui est encore aux prises avec ses colères, sentir ça, voilà. Et puis, être présent, hein, surtout, activement présent quand ça se passe, pour pouvoir ajuster, réguler ce qui va se passer au niveau communication, relations émotionnelles. On s'était dit que c'était obligatoire que les parents proposent quelque chose dans l'année. En fait, non, ça me semble vraiment être une mauvaise idée. Hein. Il y en a qui ont une file d'animateurs, d'autres pas du tout. Donc, il n'y a pas de souci. Hein, il y en a qui pourront faire plus du bricolage, plus trouver de l'argent. Voilà. S'il y en a qui veulent animer, des choses qu'ils veulent transmettre, super, mais ce n'est pas du tout obligé à mon sens. Donc ça, c'est valable pour les parents, mais il peut aussi y avoir des grands-parents ou des personnes proches, hein, de confiance qui peuvent venir proposer des animations dans l'école. Une autre manière aussi de participer à la vie de l'école, c'est d'être une personne ressource. Donc ça, l'idée que nous avons mis en place, c'est qu'il y avait un classeur avec les personnes ressources. Chaque personne a sa fiche, donc le nom, le numéro de téléphone, le mail, qu'est-ce que je suis prêt, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les enfants, voilà, sur quoi j'ai des connaissances. Donc, je peux avoir des connaissances, par exemple, en photographie, je peux avoir des connaissances en entomologie, n'importe quoi. En fait, on écrit, voilà, moi, j'aime partager sur ça. J'aime apprendre les gens à tricoter, par exemple. J'aime faire des dessins sur le sable. Je sais pas, on avait eu plein de trucs différents. En tout cas, la personne, elle remplit sa fiche personne ressource, elle met quand est-ce qu'elle est disponible. Et puis, les enfants, après, quand ils ont des projets, eh ben, on peut venir chercher comme ça une personne ressource. Un enfant a un projet, a envie d'apprendre à se servir d'un appareil photo, que la classe vient d'avoir un appareil photo en cadeau.
il a envie d'apprendre à s'en servir, on va chercher dans le classeur personnes ressources qui a des compétences en photo. Donc là, l'enfant, hop, il trouve, tiens, ici, photo, hop, il peut appeler le parent en lui disant, voilà, moi j'ai un projet, j'aimerais apprendre à me servir d'un appareil photo, est-ce que tu serais disponible pour venir prendre un temps avec moi pour m'apprendre ça? Voilà, donc ça peut être des interventions avec tout le groupe, ça peut être des interventions avec quelques-uns, ça peut être des interventions avec un, mais dans ce cas-là, c'est toujours à la vue du responsable. On ne laisse pas un adulte aller ailleurs avec un enfant, jamais. Voilà, tous les intervenants extérieurs, ça va se passer à la vue des responsables. Ça paraît tout bête de le dire, mais non, en fait, c'est important. Voilà. Ensuite, les parents, eh ben, ils peuvent demander à venir voir ce qui se passe dans l'école et c'est plutôt même une bonne idée, hein. Les inviter, les mettre à l'aise sur le fait qu'ils peuvent venir passer une demi-journée, une journée à observer ce qui se passe. Alors, si vous connaissez un peu les écoles Montessori, moi je suis déjà allée observer, on est assis sur une chaise dans un coin de la classe et on se fait le plus discret possible. On essaie d'être un intervenant, non, justement, d'être un observateur qui n'intervient pas du tout et qui ne va pas changer quelque chose dans ce qui existe. Bon, la physique quantique nous dit très bien que c'est pas possible, hein. À partir du moment où on ajoute un nouvel élément, on vient ajouter une autre information et on vient changer le système qu'on observe. Moi, je trouvais ça hyper rigide et pas agréable parce que spontanément, j'avais envie d'aller voir les enfants et d'être en contact avec eux. Donc, moi, j'avais pris le parc. Bah non, si quelqu'un vient, bah, elle est là. On va pas faire comme si c'était un pot de fleurs. Et elle est là. Et si elle veut échanger avec les enfants, elle va échanger avec les enfants et participer. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit forcément judicieux de faire comme ça. En tout cas, pas la première fois. Donc, pourquoi pas ce système à la Montessori que bah, la personne, elle vient, elle est assise. Elle se fait être plus discrète possible pour regarder ce qui se passe et avoir le moins d'interaction possible. C'est pas évident, mais c'est peut-être bien plus judicieux, en tout cas pour un premier temps d'observation. Enfin, si c'est vraiment un temps d'observation, en fait c'est ça. On s'assoit et on ne participe pas. En tout cas, à réfléchir ensemble, vous, dans votre équipe, comment vous avez envie que ça se passe. Et quand on sent qu'il y a des parents qui sont inquiets ou qui se font des fausses idées, vraiment les inviter à ça. Leur dire, venez participer, venez une demi-journée. Alors, ce qui est délicat aussi, c'est que quand un parent vient, il y a des enfants, ils ont juste envie d'être avec eux. C'est pas évident. Ou ils ont juste envie, ils ont hyper envie de leur montrer tout ce qu'ils font. Voilà. Mais des fois, il se trouve que c'est ça qui va être judicieux, qui va être pertinent. Que l'enfant il puisse montrer à ses parents ce qu'il fait et ça va faire du bien à tout le monde. Donc voilà, position ferme, vous restez en observateur ou vous pouvez être là auprès de votre enfant, à sentir peut-être au cas par cas selon l'ambiance dans votre école. Voilà, en tout cas, c'est pas mal d'avoir en tête qu'il y a plein de manières possibles dans sa posture de parent quand on vient voir ce qui se passe. Surtout, bien avoir un mode de prise de rendez-vous qui soit très clair pour les parents. Hein, est-ce que c'est par téléphone, par un cahier, par mail? Comment ils font pour demander à avoir un rendez-vous, que ce soit avec l'enseignant ou avec la personne responsable au bureau des relations humaines, on va dire. Voilà. Et surtout, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout si c'est des cas de médisance par derrière, prendre tout de suite un rendez-vous avec la famille. Alors ça, c'est facile à dire, mais ceux qui, comme moi, sont arrivés sur cette terre avec une bonne blessure liée au rejet et qui se mettent dans la fuite, sacré boulot. Mais voilà, on est là pour progresser. Et en fait, c'est comme avec les enfants, hein, plus on va intervenir rapidement quand ils sont dans des comportements débordants et mieux ça va aller autant pour eux que pour le groupe. C'est pareil pour les parents. Dès qu'il y a un comportement qui est débordant, il faut intervenir au plus vite pour pas que ça déborde. Alors, il n'y a pas que les comportements débordants, hein. Dès qu'on sent qu'il y a des inquiétudes, dès qu'il y a des non-dits, on prend le temps du rendez-vous. Alors, je sais que ça peut faire beaucoup de temps. Alors, il faut cadrer en fait ces rendez-vous. Il faut dire, on a rendez-vous pendant 3/4 d'heure. Il faut le cadrer et puis écouter, en effet, mais au bout d'un moment, dire, là, voilà,
Il nous reste un quart d'heure dans notre rendez-vous. J'aimerais aussi vous parler de ces points-là pour pouvoir avancer et pas passer 2 heures juste à se faire pomper son énergie par des parents abandonnés qui avaient besoin de tout relâcher, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter. Si, il faut écouter, bien sûr, mais il faut aussi trouver un équilibre. Transmettre des comptes rendus. Donc ça, j'en ai parlé aussi dans la vidéo pour les enfants. Il est important que les parents soient tenus au courant de ce que font leurs enfants chaque semaine ou chaque quinzaine pour les plus grands. Donc, nous, on a mis au point une fiche suivie sur la semaine qui va dans un classeur et le classeur est vu le week-end, emporté le vendredi, ramené le lundi. Ou alors, s'ils ne veulent pas l'emporter, ils prennent un temps le vendredi soir, les parents, pour venir regarder ce qui a été fait. On ne faisait pas signer, mais je pense que ça peut être une bonne idée pour que le parent il laisse un petit mot comme quoi il a vu ce qu'avait fait son enfant. Voilà. Ça évite d'être dans des préjugés, se dire bah non, il n'a rien fait, parce que dans une école hors contrat, il est possible qu'il y ait beaucoup plus de choses qui soient faites sans trace écrite, et beaucoup moins de cahiers, d'exercices, voilà, beaucoup plus de choses qui vont se passer de manière orale, de manière manuelle, dans la nature, des choses en groupe, voilà, sur lesquelles il n'y aura pas forcément de traces visibles pour les parents, donc qui puissent lire en fait ce qu'a fait l'enfant dans la semaine. Dans certains cas, ça peut être au quotidien si on est dans une situation compliquée aussi. Il est important aussi que les parents soient au courant des progrès de leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'on choisit de ne pas évaluer qu'il ne faut pas noter les progrès. Autant les enfants que les parents, que les professionnels ont besoin de pouvoir évaluer les progrès qui sont faits. Donc là, je vous renvoie à la vidéo enfant où je parle du cahier de réussite. Je transmettais aussi chaque fin de semaine un compte-rendu collectif avec des rubriques où on en est sur l'aménagement du local, où on en est dans l'équipe, où on en est avec les enfants, où on en est avec les parents. Et à la fin, je mettais tout le temps des liens aussi pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent trouver des ressources. Ça me demandait pas mal de boulot. J'ai passé bien 2 heures à la rédiger le vendredi, mais voilà, quand on est sur de la construction, c'est important. Après, on peut espacer sans doute la rédaction de ceci, ou on peut le faire aussi en collaboration avec les enfants. Pour ceux qui sont bien branchés Internet, vous pouvez faire un blog privé où aussi les parents ils font des photos de ce qui se passe. Ça peut être assez chouette. Surtout s'il y a des parents qui sont loin, des parents séparés, un parent qui est loin, ça lui permet de voir ce qui se passe. Et aussi, comme je le disais sur la vidéo sur le local, il est très intéressant que dans le sas d'entrée, il y a un pan de mur où les enfants vont pouvoir mettre leur production, qu'ils veulent mettre en avant, qu'ils veulent montrer aux adultes. Donc, ils soient là pour les voir. Aussi, on peut imaginer qu'il y ait un temps de présentation chaque semaine où les enfants vont pouvoir montrer alors des petits spectacles, des chansons, des chorégraphies. S'il y a du spectacle vivant, quelque chose de vivant à montrer, qui ne peut pas se montrer sur une feuille ou sur une photo, on peut imaginer un temps chaque semaine où les parents ils arrivent 20 minutes avant la sortie pour pouvoir assister à ça. Donc nous, on l'a fait de même tous les jours à une époque, donc là c'était trop, puis il y avait énormément d'improvisation et c'était long, enfin, voilà, ça ne marchait pas. Mais après, on était passé une fois par semaine, c'était plus pertinent. Et comme ça, en fait, ils vont refaire des choses qu'ils ont déjà présentées dans la classe, dans la semaine. En tout cas, pour développer tout ce qui est créativité, c'est vraiment une super piste. Je vous parlais aussi d'un sas dans la vidéo locale, oui, voilà, qui est un sas d'entrée, qui soit un espace de convivialité pour les parents. On peut se transmettre des informations, où les parents peuvent emprunter des livres, donc des livres sur la pédagogie, sur les relations, sur la communication, sur l'intelligence collective, voilà, sur des livres de développement personnel, tout ce qu'on peut avoir envie de mettre là qui peut faire du bien aux autres. Et il est important que les parents respectent l'espace des enfants. Comme Bernard nous disait, Bernard Collot, les parents doivent entrer ici comme dans une cabane d'enfants, après, dans la classe. C'est l'espace des enfants. Donc, s'ils doivent y entrer, c'est parce qu'ils y sont invités, c'est parce que c'est OK. Sinon, ils restent dans le sas
entrées. Les échanges par mail, c'est uniquement pour informer. Donc, en fait, ce ne sont pas des échanges. Alors, l'idée qui nous a paru la plus pertinente, c'est de créer une liste descendante avec tous les emails des parents. Descendante dans le sens où on ne peut pas répondre à tous. C'est juste le bureau qui pouvait écrire et puis les enseignants pour donner des infos. On ne discute pas par mail. Nous, on a eu vraiment des dérives importantes et préjudiciables sur l'utilisation ouverte des mails, de règlement de compte entre parents séparés, de quiproquos sur les choses, bref. Parce que par exemple, un jour en réunion, les enfants avaient proposé d'avoir un lapin à l'école, un lapin en cage, et alors là, ça a mené une discussion par mail entre les parents sur si c'était absolument abject ou non d'avoir des lapins en cage dans une école. Non, ce n'est pas du tout le lieu pour ça, hein. On informe par mail, on ne travaille pas. S'il y a un travail qui doit se faire en ligne, on le fait sur des documents partagés, hein, des documents texte, sondages, tableaux, voilà, qui sont répertoriés dans un drive. Enfin voilà, on cadre bien ça, quoi. Sinon, si on doit discuter de choses importantes, ça se fait en réel. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses sur les parents. C'est quand même un très, très gros morceau. Je vois que je suis tout en bas de... Désolée, je ne me voyais plus. C'est un gros, gros morceau, hein, la gestion des parents. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis au cas où. C'est vraiment chouette s'il y a quelqu'un dans le projet qui peut ne s'occuper que des enfants. Enfin, c'est jamais que, bien sûr, c'est un tout, mais vraiment cibler son temps, son énergie sur ce qui se passe avec les enfants et qu'il y a une autre personne responsable de ce qui est gérer les relations avec les adultes. Voilà, donc plutôt quelqu'un du bureau, peut-être le président de l'association, je ne sais pas, vice-président, on invente ce qu'on veut, qui va être responsable de ces relations. Ça fait beaucoup pour une personne de gérer à la fois la vie de la classe et la relation aux parents. C'est possible pour une personne qui a de l'expérience, c'est possible pour une personne qui n'a pas des enfants en bas âge à gérer à côté, possible pour une personne qui est en pleine forme, qui sait prendre soin de soi. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Je dis juste que c'est délicat en fonction du reste qu'on a à gérer dans notre vie aussi. Voilà, donc, et je vais conclure aussi comme ça, hein, comme la plupart des vidéos, en fait, plus le porteur de projet, plus les enseignants sont bien alignés et en justesse avec ce qu'ils vont proposer et mettre en œuvre, plus les parents qui vont venir s'intéresser à ce projet seront alignés avec ce projet, seront en résonance. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des relations tendues, des relations qui vont nous faire avancer, hein. Et aussi, c'est important, voilà, je ne l'ai pas dit, mais c'est important de voir chaque expérience difficile comme aussi quelque chose qui va permettre de faire avancer autant dans sa vie intime que faire avancer le groupe et faire avancer le projet, hein. Tout ne sera forcément pas lisse. C'est impossible que ce soit lisse. Ce qui est important, c'est de toujours garder la confiance, la foi qu'on avance, qu'on sait traiter nos erreurs et qu'on sait sortir grandi de nos erreurs et toujours garder cette capacité à être dans une communication avec l'autre qui vise l'amélioration. Donc ça, c'est aussi un point important, en fait, vérifier que les parents, enfin, être très clair avec les parents que quand ils viennent là, il va y avoir un travail au niveau communication qui va être fait et vérifier et même, je sais que c'est vérifié, on ne peut pas le vérifier. Parce qu'on peut se dire consciemment, ah bah oui, oui, moi je suis là, je vais faire en sorte de toujours trouver des solutions gagnant-gagnant, quoi, de faire avancer le projet. Et en fait, voilà, il y a des parts d'ombre, des parts d'inconscient qui vont arriver et que, bah non, ça ne va pas être si facile que ça. Mais ça me semble quand même important de le nommer dès le départ, qu'il est attendu des parents qu'ils soient dans une démarche de construction. Voilà, pour faire grandir à la fois la vie du groupe, la vie des enfants et grandir eux-mêmes, hein. Savoir que c'est un chemin aussi d'élévation pour eux, quoi, de participer à ça. Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans tout un vocabulaire New Age, spirituel, voilà. Donc, il va leur falloir absolument qu'ils fassent du yoga ou du qigong pour participer.
mais trouver les mots justes et adaptés pour faire comprendre que oui, ça va venir les remuer par certains endroits. Et que bien sûr, en tant que porteur de projet et en tant qu'enseignant dans une structure comme ça va bien sûr nous remuer aussi. Donc, bien avoir les billes et bien se faire accompagner pour être capable de gérer au mieux tout ça. Il y avait une école aussi proche de la nôtre où tous les mois, ils faisaient un temps, je ne sais pas ce qui se passait dedans, je ne suis pas allée, avec une psychologue. Donc, ils payaient 170 € le psychologue, tous, ils avaient tous de la monnaie, qui restait, je ne sais pas, 2-3 heures avec eux pour mettre à plat des choses. C'est aussi une possibilité. En tout cas, voilà, à penser qu'il y a besoin d'être chapeauté aussi, d'être supervisé quand on va gérer tout ça. Parce que quelle que soit notre expérience, on n'est pas des surhommes, des surfemmes. Et il y a toujours cet angle mort aussi dans le rétro qui a besoin d'être éclairé par d'autres. Voilà, si vous avez besoin d'aide, moi de mon côté, ce que je peux vous apporter, c'est de venir faire des stages pour les parents aux vacances avant l'ouverture. Une fois que c'est ouvert, une fois qu'il y a plein de questions qui sont là et même des premiers problèmes. Je peux proposer aussi des ateliers en ligne si on est loin. Et je peux proposer aussi au porteur de projet, aux enseignants, une supervision par Skype, par exemple, ou aussi venir passer des journées et rencontrer les parents et tout le groupe pour vous aider à avancer. En tout cas, je vous souhaite de très belles et de très riches rencontres avec ces parents qui vont venir à vous et de construire un groupe qui permette aux enfants de vivre une scolarité, je n'aime pas trop ce mot, une enfance, une jeunesse heureuse.